Bonsoir à tous et merci d'être présents. Alors, je ne sais même pas, avec ce bel engin, combien de gens sont présents et en face de moi. 23. Vous avez un décompte quelque part. Alors, nous avons demandé au docteur François Ducrot de venir nous faire un topo sur le syndrome post-traumatique suite à la tornade qui a eu lieu dans l'Oise et qui nous a ravivé, nous deux, Patrick et moi, quelques souvenirs, puisque nous avions eu une tornade sur Maubeuge au Mont, surtout au Mont. Et les interventions des gens de Mont sur les médias au moment de la tornade m'a fait penser qu'on pourrait peut-être ressolliciter le docteur Ducrot, qui était venu nous voir à Maubeuge, il nous avait fait un topo, et qui nous avait beaucoup aidé, à la fois dans le diagnostic et surtout dans le suivi de nos patients qui avaient subi la tornade. Voilà, j'en ai fini et je vais lui laisser la parole. Voilà, que je vous parlerai tout à l'heure un petit peu là, vraiment de ce 3114, de ce numéro, parce que c'est une ressource qui peut être très très précieuse. Mais voilà, alors on n'est pas complètement hors champ d'ailleurs, parce que voilà, les liens entre psychotrauma et suicide sont importants, c'est clair. Et à l'heure où on va réaborder pardon, cette clinique psychotraumatique et ses complications, je saurais vous rappeler que dans toutes ces complications, et que l'événement soit une tornade ou un attentat ou un braquage ou une agression physique ou une agression sexuelle, que dans ce large ensemble de complications, qui sont considérées comme certains comme des comorbidités, il y a bien évidemment la dépression, tous les troubles de l'humeur d'ailleurs, il y a tous les troubles anxieux, il y a toute la dicto versant benzo et alcool, et il y a également la morbidité suicidaire. Voilà, on a montré, ne serait-ce que, je cite toujours l'exemple du Bataclan où on était, il y a eu avec Santé publique France une enquête épidémiologique là, sur plusieurs années, qui a bien montré que rien que le fait d'avoir été victime d'un événement traumatique, qu'on ait ou pas développé d'ailleurs un syndrome psychotraumatique, rien que le fait d'avoir été confronté à un événement traumatique augmente le risque de faire une tentative de suicide et de mourir par suicide. Juste pour me rassurer, je ne parle pas dans le vide, là, a priori c'est bon, vous m'entendez, parce que ça m'est déjà arrivé en cours, de parler pendant une demi-heure, jusqu'à temps que quelqu'un m'appelle sur le portable en me disant « mais pour finir, vous êtes où ?» Voilà, je n'étais pas branché, c'était toujours un peu humiliant. Donc moi, je fais du psychotrauma. J'ai participé à la création des cellules d'urgence médico-psychologique, les CUMP, qui sont nées en 97, 98. C'est bon le son. Après la deuxième vague d'attentats parisiens en 95, l'idée générale, c'était que, voilà, à l'époque, la France, et encore maintenant, était dotée d'un système médical préhospitalier très, très, très pointu, mais qu'il y avait une dimension psy qui manquait un peu, et notamment la médecine militaire et tous les psychiatres militaires, voilà, eux connaissent le psychotrauma depuis beaucoup plus longtemps que nous, et voilà, c'est eux qui ont poussé un peu, et à l'époque, Chirac, Emmanuelli, enfin voilà, ça a été la pierre angulaire de toute cette nouvelle psychotraumatologie préhospitalière, parce que du psychotrauma, tout le monde en fait depuis bien longtemps, voilà, notamment depuis les années 70-80. Alors c'est vrai que c'est venu pas mal, notamment via outre-Atlantique, dans les suites du Vietnam, ou de conflits armés ailleurs, mais du psychotrauma en urgence et du psychotrauma extra-hospitalier ou pré-hospitalier, on a vraiment avec ces CUMP un système qui est maintenant pérenne, qui est devenu adulte, enfin, qui est très, très structuré, et que donc là, voilà, que j'ai la chance de diriger. Enfin, en coordination adjointe, puisque le poste national, et voilà, je le partage avec une collègue lyonnaise, Nathalie Prieto. Et voilà, et tous les deux, on a cette chance-là de coordonner un système qui est départemental. Alors, pas là pour parler des CUM particulièrement, mais même si c'est en lien tout à fait direct avec la thématique d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a à peu près entre 3000 et 4000 professionnels de santé, psychiatres, psychologues, infirmiers, qui s'occupent de psychotrauma. Alors, je vais le fermer, le chat, parce que les questions... voilà, c'est ça.
Donc, après cette courte présentation, hein, voilà, comment comprendre le psychotrauma sur un plan un peu théorique. Je ne vais pas vous faire un cours de psycho, hein, rassurez-vous, je voudrais vraiment que les choses soient très, 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 très pragmatiques. Mais c'est vrai qu'à l'heure où on parle de clinique, de clinique immédiate, de clinique post-immédiate et de clinique à long terme, hein, notamment de ces fameux troubles psychotraumatiques ou troubles de stress post-traumatique, comme on les appelle maintenant, on n'appelle plus ça état de stress post-traumatique depuis le DSM-4, enfin, peu importe. Hein, ces troubles-là, je trouve que voilà, de savoir les décoder et les lire cliniquement, c'est une chose, mais c'est bien aussi de comprendre. Hein, de comprendre pourquoi ils arrivent, pourquoi ils émergent. Hein, voilà, en gros, la question, alors Aumont ou les tempêtes, là, enfin, les événements météorologiques majeurs récents, hein, tout le monde ne tombe pas malade, une chose. Hein. Et deuxième chose, on a quand même maintenant des éléments qui sont un peu en faveur de facteurs de risque ou de facteurs de vulnérabilité, hein, à événements traumatiques équivalents. Certains sujets, ce ne sont pas encore des patients, vont tomber plus facilement, plus longtemps malades que d'autres, hein, et en plus pour certains avec des pathologies plus chroniques. Et ce que je vais essayer de vous dire, hein, c'est que et ça justifie complètement les CUMP et en tout cas les interventions dans les tout premiers jours qui suivent un événement catastrophique, c'est que ceux qui vont tomber plus malades plus longtemps et de manière plus chronique, on sait assez rapidement dans les premiers jours, enfin on sait qui c'est pas avec une sensibilité, une spécificité à un, hein, mais voilà, on a des éléments de reconnaissance de ça, hein, sur ce qu'on appelle des facteurs de risque. Alors certains sont très morbides, enfin très traumatiques avant l'événement. Alors c'est pareil pour des viols, des attentats, des braquages, des incendies ou que sais-je. Hein. On a des facteurs pré-traumatiques, on a des facteurs péri-traumatiques, hein, des choses qui se jouent donc pendant le trauma, et puis des facteurs post-traumatiques, des choses qui se jouent dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent le trauma. Alors, on pense souvent à la réparation, hein, financière, la réparation juridique, la réparation pénale, la réparation, la reconnaissance. Hein, vous savez très bien dans vos patients qui ont été victimes, parfois ne serait-ce que d'événements, de choses assez banales, hein, que d'avoir pu porter plainte, hein, contre un auteur et puis hein, que ça a été reconnu comme étant voilà, un délit, un crime. Hein, hein, ça participe un peu de la réparation, de la restauration. Hein, voilà, on en parle beaucoup là depuis un an ou deux avec les procès de Charlie, puis de Bataclan, et là en ce moment l'actualité avec les procès des attentats Bruxelles, là, de Belgique. Bon. Donc comprendre un peu hein, ce que c'est que le trauma. Alors le trauma, c'est pour faire assez simple, c'est un individu donné à un moment donné, dans un contexte donné, qui va être confronté à un événement dont la brutalité, la soudaineté, l'imprévisibilité et la violence, alors dans quelque chose de très subjectif, hein, parce que c'est pareil pour les tornades, hein, il y en a qui ont vu mourir 10 fois, et puis d'autres qui ne sont pas vus mourir, sauf que parfois d'ailleurs à moyen long terme, le résultat est le même. C'est encore un autre débat. Ah, donc un individu donné, à un moment donné, dans un contexte donné, qui est confronté à quelque chose quand même de l'ordre de la rencontre avec la mort. Alors, je ne vais pas aller sur des terrains psychanalytiques ou voilà, qui d'ailleurs qui sont pas les miens, qui sont intéressants intellectuellement, hein, mais qui sont pas super pragmatiques d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que Freud disait, là, je ne sais même plus d'ailleurs la phrase exacte, l'irreprésentable de la perspective, l'irreprésentable de la perspective du réel de sa propre mort. Voilà. Vous et moi, on sait très bien hein, qu'on va mourir, hein, au plus tard au mieux, enfin, etc. C'est notre quotidien dans nos métiers, dans nos pratiques médicales, pardon. Hein, mais sauf qu'à un moment donné, cette idée que la mort, elle est là, juste en face, et qu'elle est réelle et qu'elle va et qu'on va pas y échapper. Hein, ça, c'est susceptible de faire voilà, de faire effraction. Hein. Je compare souvent avec les patients, là, des enfants, mais pas que d'ailleurs, hein, des adultes aussi. Ah, la notion de blessure psychique, je trouve que c'est vraiment une notion qui est, sur un plan un peu métaphorique, qui est intéressante. Hein, dire à vos patients, là, au cabinet, hein, vous avez survécu à la tempête, hein, même si vous avez vu votre toit s'envoler, les bagnoles sur le dos, enfin, etc. Hein, vous allez bien physiquement, heureusement, vous n'avez pas été blessé, hein, mais néanmoins, on sait que la tête elle-même, elle a pu être un peu blessée. Alors la tête, pas des blessures visibles, hein, ces fameuses blessures invisibles, ce que disent les soldats, les militaires, là, en retour d'OPEX, hein, c'est cette notion de blessure invisible.
Et que cette blessure psychique-là, hein, elle est due justement à l'intensité, la violence, la brutalité, la soudaineté de la confrontation à la mort. Alors on l'a dans un viol, on l'a dans un braquage, mais on l'a également dans ces catastrophes naturelles. Alors, petit aparté épidémiologique, voilà, on ne sous-estime pas le poids des catastrophes naturelles, mais ce sont quand même des événements catastrophiques, quand on classe les événements catastrophiques en médecine de catastrophe, sur des critères OMS d'ailleurs, et on sait que les événements météorologiques, même majeurs, les tremblements de terre, les tsunamis, les grands incendies ou les tempêtes de ce type-là, sont quand même plutôt moins pourvoyeuses de troubles ultérieurs que des attentats ou des braquages. Voilà, s'il y a, allez, 3 chiffres à donner, parce que je sais que des fois c'est un peu chiant, le 20 accidents de la voie publique, braquage, attentats, toutes ces violences qu'on appelle, nous, d'origine humaine, là où un autre humain, un autre tiers est directement responsable. Alors je mets un peu à part les violences sexuelles, parce que la distribution elle est plus compliquée. Mais sur des événements uniques, au one shot comme on dit, voilà, de ce type-là, des accidents de la voie publique aux attentats, le risque pour nos concitoyens de développer un trouble de stress post-traumatique, donc ce fameux trouble psychotraumatique, est compris entre 20 et 40%. C'est-à-dire, il y a un tiers d'entre eux qui va tomber malade, et nous, on l'a de nouveau répété. Alors, c'est dans la littérature internationale, tout ça, c'est très consensuel. Voilà. Et puis, pour reprendre l'exemple du Bataclan et tout ça, c'est effectivement, ces chiffres-là ont été à peu près vérifiés. Alors, c'est des chiffres d'évolution naturelle, bien évidemment, avec des traitements immédiats, des traitements à moyen terme, à long terme, les chiffres diminuent considérablement. Si on postule ce 30%, et voilà, pour les catastrophes naturelles, on est plus de l'ordre de 10%. Cette année, c'est quand même 2-3 fois moins. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que sur une commune, là, je sais pas, Arleux, je dis Arleux parce qu'on y était avec les pompiers, avec la sécurité civile, machin, voilà, une centaine de personnes qui a été directement impactées, puis ils étaient sur le trajectoire de la tornade, etc. Bon, statistiquement parlant, si on ne faisait rien, 10 d'entre eux, dans les 3 mois, le problème, c'est que c'est parfois 3 mois après, mais parfois 10 ans après, et parfois 30 ans après. Ça, c'est un peu voilà, c'est la difficulté qu'on a en psychotraumatologie. Voilà, dans l'évolution, vie entière, on appelle lifetime, vie entière, le risque de développer un trouble de stress post-traumatique est de 10%. Voilà. Donc, dernier chiffre, voilà, en population générale, il est convenu, voilà, il est admis que ce chiffre, le chiffre donc de la prévalence vie entière, c'est-à-dire combien d'entre nous, combien de nos concitoyens dans le monde ont présentent au moment où on parle ou présenteront au cours de leur vie un trouble de stress post-traumatique. Ce chiffre est de 1,5%. Vous voyez, quelques grandes comparaisons en psychiatrie, schizophrénie 1%, trouble bipolaire 1%, l'ensemble des troubles de l'humeur, la dépression 22%, vie entière. Les autres troubles anxieux, tout trouble anxieux confondu, trouble anxieux généralisé, trouble obsessionnel compulsif, les phobies 12-15%, alcool 5% en Europe, et voyez, et PTSD, enfin TSPT, la trouble de stress post-traumatique, 1,5%. Donc on est quand même face à des problématiques de santé publique majeures. Ce qu'il y a d'intéressant, de particulièrement intéressant pour ce trouble qui est donc le trouble de stress post-traumatique, je vais dire TSPT, ça va être plus simple, donc maintenant on a compris, trouble de stress post-traumatique, TSPT. Il peut m'arriver parfois de déraper et de reprendre l'acronyme anglais qui est PTSD pour Post-Traumatic Stress Disorder, mais je vais dire TSPT. Le TSPT, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment toute pathologie psychiatrique confondue, c'est quasiment le seul trouble qu'on arrive à prévenir dans quelque chose qui est quasiment de l'ordre de la prévention secondaire. Pourquoi? Parce que ce trouble-là, il n'apparaît pas s'il n'y a pas d'événement traumatique. Or, quand on est dans une stratégie, et c'est ce qu'on fait nous, qui est de repérer l'événement traumatique, on peut d'autant plus développer des stratégies de prévention aux urgences, en chirurgie, en réanimation, avec la psychiatrie de liaison, avec tout ce qu'on fait à l'hôpital. On repère évidemment les agressions, les accidents de la voie publique, les gens qui ont découvert un pendu, les gens qui ont, etc. Bon. Et voilà, ça, je trouve qu'il faut vraiment le souligner parce que, voilà, à l'heure où certains se demanderaient encore un peu si tout ça, c'est pas des préoccupations de pays riches, alors c'en est aussi, de mettre comme ça
alors que dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a plus de psy, il n'y a plus d'infirmiers psy, alors qu'on n'arrive pas, vous inquiétez pas, je sais que les questions vont tomber, mais j'essaierai d'y répondre, hein, qu'on n'arrive pas à hospitaliser nos malades, on n'arrive pas à les transférer, on n'arrive pas à les mettre, même ni en HL, ni même parfois sous contrainte. Enfin, je connais très bien l'état de la psychiatrie française, particulièrement dans notre région, hein, avec l'absence de lits, l'absence de praticiens, etc. Bon, voilà, donc certains seraient comme ça un peu tentés de se dire, mais ces 4000 professionnels de santé en France, là, alors ils ne font pas du psychotrauma à temps plein, hein, on n'est qu'une trentaine à faire ça à temps plein, hein, mais est-ce qu'ils ne seraient pas mieux employés à s'occuper du secteur, à pouvoir raccourcir les délais de consultation en CMP qui sont de, on n'ose même plus le dire, enfin voilà, que ce soit chez l'adulte, chez l'enfant, bon, oui, je ne sais pas, puis de toute façon, c'est pas moi qui m'occupe des politiques de santé publique. Mais ce que je dis juste quand même, c'est que plus vous repérez des gens tôt, et quand je dis tôt, non, une semaine, 10 jours, hein, au-delà de 2 semaines, il commence à se jouer d'autres choses quand même. Hein. Et plus vous repérez certains symptômes immédiats et certains de ces facteurs de risque là dans les 10 jours ou 2 semaines qui suivent l'événement traumatique, plus vous avez de chances qu'ils ne développent pas de troubles de stress post-traumatique, ou alors que le risque passe de 10% à 5%. Voilà. Et même s'ils en développent, en général, les troubles sont moins sévère, cliniquement, moins chronique, plus accessible à une prise en charge. Hein, donc je parle là des troubles constitués qui surviendraient. Et j'oublie toujours un élément, moins chronique, plus accessible à la prise en charge, moins sévère. Et voilà, et quatrième. Ça va mieux et plus vite. Moins comorbide, voilà, le quatrième élément. En plus, moins comorbide, ce qui est intéressant, parce que ça, je le rappelle, la comorbidité, c'est considérable. Je vous promets que c'est le dernier de chiffres, hein, 50%. 50%, donc la moitié des gens qui développent un trouble de stress post-traumatique développent également, dans les 18 mois qui suivent l'apparition du trouble de stress post-traumatique, développent également une autre pathologie psychiatrique, épisode dépressif majeur, autres troubles anxieux, notamment troubles anxieux généralisés, alcool, bon, addicto, enfin abus dépendance, enfin bon. Et alors, risque suicidaire, c'est pas une maladie le suicide, donc on peut pas parler de comorbidité à proprement parler, mais en tout cas ça augmente considérablement le risque suicidaire. Hein, un chiffre, vous prenez le dernier, hein, sur si la dépression multiplie par 30 le risque de mourir par suicide, le trouble de stress post-traumatique multiplie par 60 le risque de mourir par suicide. Donc on est avec le TSPT face à un trouble encore plus suicidogène, un terme un peu barbare, plus générateur de suicide, je parle de mortalité, hein, donc de décès, que la dépression. Hein, d'où encore, voilà, autre intérêt pour aller continuer à faire en sorte de repérer les événements traumatiques, de repérer les facteurs cliniques et d'autres facteurs de vulnérabilité, et puis surtout développer des soins adaptés. Voilà, je vais y revenir. Je regarde un peu l'heure. Je vais revenir après. Donc voilà, j'espère que c'est clair sur la construction elle-même, ce qu'on appelle l'éthiopathogénie. Qui tombe malade, pourquoi? C'est un peu compliqué. Il y a des éléments, il y a des choses théoriques maintenant qui sont très consensuelles, très claires. Vous savez, il y a toute une littérature scientifique là-dessus. Hein. On fait beaucoup de recherches à ce sujet. Croyez-moi sur parole, hein, je n'ai pas le temps de développer ici les dizaines de milliers d'articles qu'il y a tous les ans. Hein. La semaine dernière, c'était le congrès de France de psychiatrie à Lille. Là, j'ai fait on a pas mal communiqué là-dessus. Hein. Il y a maintenant un alignement de planètes, je vais le dire comme ça, entre la clinique, la neurobiologie et la neuroimagerie. Voilà. On sait ce qui déconne, on sait comment ça déconne, on sait à peu près pourquoi ça déconne, on sait où ça déconne, hein, quels endroits dans le système nerveux central, hein, notamment l'hypothalamus, l'hypophyse, le cortex médian préfrontal. Bon, voilà. Hein, ces choses-là, on a longtemps fait sur des modèles animaux. Maintenant, on est très clair en clinique humaine, hein, notamment avec les progrès de l'imagerie, de la neuroimagerie. Et puis, il y a toute la biologie, toute la neurobiologie, hein, qui a ses lettres de noblesse en psychiatrie depuis une 20-30 d'années, hein, qui est d'autant plus passionnante pour nous. Ça fait partie de mes compétences, c'est prétentieux, mais enfin des choses que je travaille beaucoup. Hein, c'est que la neurobiologie, elle est très intéressante parce que c'est elle qui nous amène la pharmaco. Hein, c'est-à-dire, c'est elle qui nous donne des grilles de lecture, des grilles de compréhension, hein, et puis tout simplement qui nous permet derrière d'avoir, alors si ce n'est des AMM, mais au moins des indications thérapeutiques
psychotraumatique, sur les classes de molécules à employer, à ne pas employer, sur les contre-indications, sur etc. Et ça j'en parlerai parce que là, pour le coup, alors j'espère que, bon, c'est des choses que vous savez peut-être, ça va peut-être être un peu, bon, le paysage sur ce qu'il faut faire sur le plan pharmacologique, il est vraiment maintenant très très clair, très clair, que ce soit en immédiat, dans les 2 premiers jours, dans les 3-4 premières semaines, et j'ai envie de dire surtout sur le moyen long terme, donc chez les patients qui présentent, qui malheureusement font partie de ces 10, 20 ou 30% qui ne se sont pas suffisamment restaurés, n'ont pas suffisamment cicatrisé, je reviens sur ma leçon de blessure psychique, là, après l'événement traumatique, et du coup sont tombés malades, non, parce qu'un état de stress post-traumatique, c'est une pathologie. Pierre-Marie, tu veux me parler, non? Parce que je te mettre un casque. Je parle trop vite? Non, du tout, mais je vais essayer que tu puisses te reposer un petit peu. Dans notre expérience, celui qui fait le diagnostic n'est pas obligatoirement le médecin. Là, on a invité ce soir. Déjà, diagnostic de quoi? Diagnostic de trouble aigu ou d'un trouble constitué? De troubles. D'accord. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vécu quand on l'a vécu il y a 14 ans, c'est qu'on pouvait être interpellé par des infirmières, des soignants, des spécialistes, hors médecine générale. Je me souviens très bien qu'à l'époque, on avait un cardiologue qui faisait les EPU avec nous, donc tu te souviens, Jean-Marc. Tout à fait. Et lui, il me disait, mais je vais arriver dans mon cabinet. C'est évident. J'ai suivi la formation avec toi. Et il a un syndrome post-traumatique. Et il n'est pas pris en charge. Donc, c'est pour ça que nous allons insister ce soir à inviter, dans l'Oise en particulier, tous les professionnels, qu'ils soient pharmaciens, infirmières, etc. Et c'est très important, je pense, ce travail de coopération pour dire à la dame qui parle et le professionnel qui arrive à dire « ça m'évoque tel diagnostic », allez voir votre médecin parce que la prise en charge que tu vas développer est importante. Mais tu parles, j'ai convaincu, et Dieu sait si à longueur d'année, et là si je reprends ma casquette de référent national adjoint, Dieu sait si à longueur d'année on met un accent tout particulier à prendre nos bâtons de pèlerin et aller parler de psychotrauma et de clinique dans des champs les plus larges possibles. Moi, de mon côté, les militaires, les policiers, les gendarmes, je m'occupe beaucoup, là, je travaille énormément avec le service du soutien psychologique et opérationnel et les médecins statutaires de la police, parce que c'est un problème de santé publique majeur. La police, il n'y a pas que les suicides, 44 suicides quand même cette année-là. Il y a également le trauma, et puis il y a probablement des liens entre suicide et trauma, et puis un tas d'autres professionnels, alors certes de santé, puis du monde non médical, alors de l'éducation nationale, à d'autres grandes institutions, pour que le type ou la nana qui a des intrusions, des flashbacks, des cauchemars, ou tout autre élément de cette clinique psychotraumatique, qui pour finir est assez simple à repérer, notamment sur ce qu'on appelle nous les TSPT type 1, c'est-à-dire une large majorité des TSPT ont un cadre diagnostique qui est limpide, mais vraiment limpide. Je vais en dire un mot si vous voulez après. Voilà. Mais pour que ces symptômes-là, quand ils remontent, auprès d'un collègue, auprès d'un père, pas forcément auprès du médecin, du médecin du travail ou du médecin scolaire, mais auprès d'un père, il y a comme ça des gens qui percutent un peu. On a avancé énormément en 20 ans. Moi, je le vois de manière générale, dans le grand public, dans la presse, dans la presse généraliste, la notion de trauma. Il a peut-être fallu aussi qu'il y ait les attentats et tout ça. Peu importe. Là, il a peut-être fallu aussi pour les violences sexuelles qui est MeToo et tout ça. Mais moi, peu importe. Tout ça me va très bien. Mais qu'on puisse effectivement reconnaître des symptômes, reconnaître des manifestations comme étant des symptômes psychotraumatiques, et puis du coup aller tout faire pour que le patient puisse en faire quelque chose et s'en remettre à des gens dont c'est le boulot. Et les gens dont c'est le boulot, c'est tous les soignants. Et au risque de choquer certains de mes confrères psychothérapeutes, psychiatres ou super spécialistes du psychotrauma, je pense que un médecin généraliste qui se semble faire, qui a acquis un peu de sensibilité, d'expertise, d'expertise clinique, j'entends, de compétences et qui en a la volonté et qui prend le temps, je ne suis pas si chronophage que ça, vous savez, peut tout à fait désamorcer des éléments psychotraumatiques assez rapidement, et du coup éviter que le trouble se chronicise, que le trouble s'installe. Voilà. Ce qui est sûr, par contre, je reviens sur la clinique après, mais c'est pour répondre à Pierre-Marie, c'est que quand le trouble constitué est flagrant,
qu'en plus, l'événement traumatique a été repéré et qu'il est assez ancien, plus de 3 mois, plus de 6 mois. Parce que quand c'est le mois d'après, bon, on a toujours cette position un petit peu attentiste, en se disant les choses vont peut-être diminuer. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe. Bon. Donc, quand le trouble il est constitué, qu'il est ancien, là, ça devient un peu une affaire de spécialiste quand même. C'est-à-dire que là, je pense vraiment, il ne faut pas hésiter. Alors, je sais qu'il y a un tas de choses sur l'accès aux soins. Alors, j'ai quand même une très bonne nouvelle. J'ai 2 très bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. La première très bonne nouvelle, c'était le 31-14. Je reviens à fond sur ce truc, hein, parce que ça, franchement, faut vraiment pas hésiter. Hein. Ça couvre l'ensemble du territoire national. Tout ça, c'est évidemment anonyme, gratuit. Ça se passe au SAMU, hein, enfin, ça se passe à l'étage en dessous. Hein. Voilà, dans les 13 centres de réponse en France, c'est H24, enfin, etc. Donc ça, c'est pour le versant souffrance psychique aiguë, côté risque suicidaire, évaluation, voilà, suicidaux. Et on a quand même maintenant, pour répondre à des troubles psychotraumatiques constitués, qui ont été diagnostiqués par exemple par vous, hein, ou par des psychologues, ou par d'autres professionnels de santé, hein, on a maintenant à Lille un CRP, un centre régional psychotrauma, hein, on a appelé ça de nos voeux pendant des années, et puis ça a été en gros, après les retours d'expérience de Nice, des attentats de Nice, hein, ça avait déjà une première sensibilisation à ce besoin-là, pardon, après Bataclan, Terrasse. Hein, mais à Nice, c'est devenu très flagrant, c'est-à-dire il faut certes du psychotrauma immédiat, post-immédiat, là, très expert, très rapide, très interventionniste, très opérationnel dans les 2-3 semaines qui suivent l'événement traumatique, en l'occurrence les attentats, mais il faut aussi suivre ces gens. Et puis pour pouvoir suivre ces gens, il faut qu'il y ait des gens dont c'est le boulot, là pour le coup des psychologues ou des psychiatres, et surtout des gens quand même assez formés, parce que c'est vrai que c'est des prises en charge qui sont parfois de haute spécificité. Voilà. Et donc, la France s'est dotée, grâce à la Direction générale de la santé, d'un réseau dédié, hein, que représentent donc les CRP, Centres régionaux psychotrauma. Il y en a, alors de tête, je pense qu'il y en a 17 en France. C'est pas moi qui s'en occupe chez nous, c'est Frédéric Varembourg, la PH. Les CRP, en tout cas, il y a un CRP à Lille. Le CRP à Lille s'appelle CRP Hauts-de-France. Vous allez même regarder sur le net. Vous tapez CRP Hauts-de-France, vous allez tomber sur l'institution. Le CRP chez nous, c'est quoi? C'est 2-3 docteurs. Allez, il doit y avoir 3 équivalents temps plein. Hein, on est 5-6 à consulter, adultes et enfants. Alors, la porte d'entrée, c'est quand même que le diagnostic a été fait. Mais le diagnostic, il a pas eu besoin d'être fait par un spécialiste, du coup. Hein. Si on a un généraliste au téléphone qui nous dit mon patient présente ça, ça et ça, voilà, le diagnostic n'est évidemment pas retoqué. Hein. Et voilà. Et donc, nous, on s'engage à évaluer, accueillir, voire prendre en charge. Je dis voire prendre en charge parce que la file active, elle est énorme et que voilà, on n'a pas si vous mettez le 1% de patients qui présentent un TSPT, vous comparez aux 2 800 000 habitants du Nord-Pas-de-Calais ou à 1 800 000 du Nord, non, on ne peut pas avoir 180 000. Voilà. Mais néanmoins, on a, et je le disais tout à l'heure, là, en aparté, on a la possibilité, on a un annuaire de ressources opérationnelles, qui nous donne la possibilité d'avoir des points de chute de psychiatres, de psychologues, voire même parfois de psychothérapeutes, toujours avec beaucoup de prudence, et des gens qui sont blanchis sous le harnais, dont le niveau d'expertise, de compétences et les diplômes, et puis le fait qu'on les connaisse. Généralement, d'ailleurs, c'est des gens qui sont passés chez nous, et ceux-ci sont répartis sur l'ensemble du département, y compris, et pas forcément sur la métropole lilloise. Voilà. Donc, le CRP, c'est vraiment une ressource qui peut vous être très précieuse. Alors, il y a un téléphone, je ne sais pas par cœur, vous trouvez ça partout. Vous faites le standard du CHU à Lille, là, 0320 44 59 62, le standard du CHU. Et il y a surtout un moyen assez intéressant, qui est d'essayer de les joindre par... alors Pierre-Marie est en train de regarder. CRP, la photographie, non, c'est pas ça. Un centre régional psychotrauma. Il y a un bon moyen de les joindre également, c'est le mail. Et le mail, je le sais de tête, le mail, c'est crp-hauts-de-France, -hdf, pardon, @chru-lille.fr. Bon, mais je vous promets que si quelqu'un peut regarder à ma place, je vous mettrai sur une diapo tout à l'heure. Donc voilà, il y a le CRP comme ressource. Donc c'était pour aller un peu loin. Centre régional de psychotrauma, je suis de Lille, voilà, ça tombe quand même sur Google en première truc. C'est toi qui avais mis photo, donc forcément. Non, j'ai mis CRP. La clinique. Alors la clinique, quand même, deux choses.
Comme d'habitude, les diapos, je les donnerai. Hein. La clinique, il faut vraiment distinguer l'immédiat du moyen long terme. Hein. Et même dans l'immédiat, moi j'aime bien distinguer. Allez, on va faire 3 phases. Les 48 premières heures, les 4 premières semaines et ce qui se passe après le premier mois. Vous voyez, hein, bon. Les 48 premières heures, alors ça, c'est pas forcément vous, hein, parce que là, on est vraiment dans des soins immédiats, donc c'est très SAMU centré, c'est très CUM, c'est très plan rouge, c'est très plan de secours, c'est très Orsec, Novi, machin, hein, tous ces plans de secours. Donc alors, c'est pas forcément pour les catastrophes de grande ampleur dans lesquelles il y a eu beaucoup de décès, beaucoup d'urgences absolues, beaucoup d'urgences relatives, hein, mais voilà, il faut que les choses soient suffisamment dimensionnées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, moi, avec ma CUMP ici, là, on n'a pas les moyens de sortir sur des événements traumatiques individuels. Hein, des gamins qui se tuent dans les escaliers, le gamin qui, je sais pas quoi, qui meurt décapité par avant-hier, là, le père qui recule avec son 4x4 dans le garage, qui écrase le gamin de 2 mois. Enfin, voilà. C'est des éléments d'une violence absolument inouïe. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas, nous, les moyens. Ça reste de l'urgence individuelle. Donc là, avec le 15, le 18, parfois même le 17, hein, tous les primo-intervenants, bon, on peut s'arranger pour faire du rappel téléphonique, le CRP le fait, enfin bon. Mais c'est vrai que notre cœur de métier avec la CUM, c'est quand même la catastrophe. Hein, alors qu'on a du mal à définir sur le plan quantitatif, d'ailleurs. Bon. Et donc, en cas de voilà, quand on arrive à intervenir sur le terrain dans ces événements donc suffisamment dimensionnés, hein, qui sont rien que pour le Nord, c'est quoi? C'est une cinquantaine, une soixantaine par an, hein, quand même. Il y a une clinique comme ça très particulière, et je vous en parle parce que elle est non seulement facile à reconnaître, et elle fait partie de ces facteurs de risque dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de ces facteurs qui vont nous dire, nous, oh là là, celui-là, là, cette clinique-là, elle est quand même, voilà, elle nous dit que le type ou la nana, elle est quand même plutôt plus à risque, quoi. Alors pourquoi? Ça, bon, hein, et là, c'est sur des facteurs qui, pour le coup, sont plus des facteurs pré-traumatiques, hein, mais je voudrais vraiment insister sur ces facteurs péritraumatiques, parce que c'est ces facteurs-là que vous êtes susceptibles de voir le jour même, le lendemain, le surlendemain, ou encore 3-4 jours après. Et ça, c'est quoi? C'est essentiellement ce qu'on appelle, nous, la dissociation péritraumatique. Alors, le terme, il est un peu spécifique, hein, celui de la dissociation péritraumatique. C'est une dissociation, voilà, c'est un espèce de grand chapeau qui regroupe des éléments un peu atypiques sur déréalisation, dépersonnalisation, impression de décorporisation, amnésie dissociative. Enfin, voilà, c'est de ces patients qui soit sont dans un état de stress dépassé absolument hallucinant, hein, et qui vous surprend vous-même parce qu'ils sont sidérés, hein, sidérés sur le plan moteur, sidérés sur le plan affectif, sidérés sur le plan cognitif, ou qui au contraire sont dans des grands états d'agitation absolument incalmables, hein, voilà, toujours des choses très bruyantes, voilà, dans les deux sens, hein, et puis des éléments assez typiques, et ça, quand vous interrogez pas les patients, lors de l'entretien, hein, ça émerge, hein, c'est ces expériences de voilà, je suis en dehors de mon corps, j'ai l'impression d'être à l'ouest, j'ai l'impression de me regarder comme dans un film, j'ai l'impression que c'est pas moi, un sentiment de bizarrerie, d'étrangeté. Et alors, je vais employer un mot fort, c'est quasiment, ça ressemble à une expérience psychotique, hein. On parlait de psychose tout à l'heure. On n'est pas du tout dans la schizophrénie, ou ce qu'on appelle, nous, dans la Spaltung, là, de la dissociation schizophrénique ou schizophréniforme, hein, mais, parce que c'est vraiment la dissociation anxieuse, mais voilà, ces symptômes. Hein. Je suis encore là, j'ai une partie de moi qui est encore là-bas. Voilà, on a souvent, on a florilège comme ça de phrases. Bon, et c'est ça, voilà, qu'on appelle la dissociation péritraumatique. Alors, faut pas confondre ça avec le coup de stress immédiat, hein, c'est-à-dire quand vous prenez quelqu'un là, 30 secondes après, je sais pas quoi, le coup de feu, 30 secondes après l'accident de bagnole où il a vu un gamin se faire couper en quatre par un camion, enfin, je dis n'importe quoi là. Hein, effectivement, il y a ce côté un peu choc psychique là, hein, et ça ressemble un peu d'ailleurs, hein, notamment souvent dans la sidération. Hein. Mais là, on est déjà quelques heures après, hein, et là où le cerveau du patient, enfin du sujet là, il aurait dû commencer à se restaurer un peu, à récupérer un peu. Hein, il est encore dans le thé, comme on dit dans le jargon, on va dire, il est complètement squeezé, hein, avec parfois des stéréotypies verbales, des stéréotypies motrices, enfin voilà. Je ne sais pas si je suis clair, hein, dans ma description là, de cette dissociation anxieuse.
Les expériences de décorporalisation, typiquement dans les violences sexuelles, ça c'est quasiment systématique, de ces hommes ou femmes, des femmes d'ailleurs, qui disent qu'au moment, au moment du viol, elles se sentaient comme en dehors de leur corps, comme dépersonnalisées, dissociées, pas dans la réalité. Alors, et il faut faire super gaffe à ça. Pourquoi ? Parce que dans un premier mouvement, on pourrait avoir l'impression que c'est protecteur. Vous et moi, moi je n'ai vécu d'événements traumatiques, du moins, mais dans l'absolu, je pourrais être amené à me dire, moi, s'il m'arrive un truc comme ça, je sais pas, une agression, une violence inouïe, ou voilà, quelque chose d'irreprésentable en termes de brutalité, de violence de conséquence, peut-être que j'aimerais mieux me dissocier un petit peu de la réalité et que ça me protégerait. Ben non, ça ne protège pas du tout. Et non seulement ça ne protège pas, mais en plus, et ça, nous on le sait maintenant parce qu'on l'a montré, que c'est un facteur de risque de développement de troubles ultérieurs. Et on commence un peu à savoir pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, les choses sont assez simples. C'est-à-dire que la dissociation péritraumatique, elle est tout simplement un marqueur de l'intensité du vécu traumatique. Voilà, c'est-à-dire que ça signe. Alors, dans quelque chose de très subjectif, ça, par contre, ça, on n'a pas tout résolu, voilà, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, dans un AVP à violence équivalente, on prenait un AVP, je ne sais pas quoi, une bagnole contre un camion, dans lequel il y a eu 2 morts, machin, et puis il y a 2-3 passagers qui ne sont pas blessés physiquement. Pourquoi un va développer un trouble de stress post-traumatique et pas les 2 autres voilà. C'est là où les facteurs prémorbides ils rentrent un peu en ligne de compte. Il y a un effet genre, ça c'est clair. On sait que le fait d'être une femme est plutôt un facteur de vulnérabilité. Ça multiplie par un peu plus de 1,5, mais c'est pareil, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des éléments neurobiologiques, neuro-hormonaux, enfin bon. L'âge rentre peu en ligne de compte. On sait que les enfants ne sont pas du tout protégés du psychotrauma. Des antécédents de trauma antérieurs. Ça, classique, phrase un peu vulgaire, mais voilà, dans la vie, il vaut mieux être jeune, beau, riche, en bonne santé que pauvre, malheureux, malade et avoir été malmené, maltraité physiquement, psychologiquement, sexuellement, ça c'est très clair. Donc les antécédents de trauma antérieurs. Et alors c'est peut-être en épidémiologie pour nous une des raisons pour lesquelles, à exposition équivalente, les femmes tombent plus souvent malades, parce que les femmes sont 60 ou 80 fois plus à risque d'avoir été victimes de violences sexuelles intrafamiliale ou pas, dans leur enfance, puisque ça représente quasi plus d'une femme sur 3 en France. Voilà, donc voilà un peu pour les facteurs prémorbides. Des antécédents de tentative de suicide aussi, enfin bon. Mais j'insiste vraiment surtout sur ces facteurs sur ces facteurs péritraumatiques, parce que ça, on a vachement besoin de vous pour les repérer, parce que, voilà, je ne sais pas si vous avez là, si tant est que vous ayez des gens dans les quelques heures ou le lendemain ou le surlendemain, pour une prescription, parce qu'ils dorment pas, parce qu'ils font de manière systématique, ou pour tout à fait autre chose, ils viennent chercher, ils viennent pour un autre symptôme, ou ils viennent chercher un certificat médical, je dis n'importe quoi, de pouvoir justement les interroger sur comment vous avez vécu les choses à ce moment-là. C'était bizarre, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être très directif, parce que ça va sortir tout seul. S'il y a eu ces éléments de dissociation, ça va sortir tout seul. Sur cette clinique péritraumatique, vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'encore une fois, non seulement c'est des gens qui sont assez inquiétants cliniquement, vous êtes d'accord avec moi, c'est inquiétant de voir quelqu'un complètement sidéré, chez qui il n'y a aucune émotion, aucun sentiment, aucun vécu, aucun affect. On voit ça dans les annonces de deuil, de ces genres, pas forcément dans les annonces de maladies qui engagent le pronostic vital à moyen long terme. Voilà, ça vous arrive aussi à vous, de dire à des gens qu'ils en ont que pour quelques mois parce que je sais pas quoi, des résultats de la bio, de la radio, de machin, tout bon. Mais pour des annonces de deuil, voilà. Et on le sait nous à l'hôpital quand on annonce la mort d'un enfant, une maman, un papa, quand on annonce. On a parfois, pendant quelques minutes, l'impression que ça glisse comme de l'eau sur la plume d'un canard. Il y a des gens qui en font des sketchs. Bon. Ça, c'est une forme de dissociation, mais c'est pareil. Qu'elle dure quelques minutes, quelques heures, c'est une forme un peu de déni. Je pense qu'il faut un peu de temps pour comprendre, tolérer, accepter, si tant est qu'on tolère ou qu'on accepte. Bon. Mais quand ça dure plus longtemps, c'est un vrai facteur de risque de développement de troubles ultérieurs, parce qu'on sait que parce que ça signe vraiment l'intensité de l'impact traumatique. On a un terme, on appelle ça la charge traumatique, l'intensité de la charge traumatique. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Alors, sur le plan, qu'en faire de ces patients ? Alors, c'est un peu clinique dépendant, mais puis je ne voudrais pas des choses trop compliquées. Pas d'intervention. Alors, pour le coup, sur le plan pharmaco, au risque de vous étonner, plutôt rien. Moi, rien. Dans les 2 premiers jours, ça me va très bien. Pourquoi ?
parce qu'il y a des conneries à faire en fait. Parce que et on le sait sur le plan neurobiologique, le cerveau dans ces quelques heures là, il a un fonctionnement assez particulier. Il a une espèce d'hypersensibilité à certains neurotransmetteurs, notamment parce que ce qui s'est joué là sur le cortisol. Sur les catécholamines, on appelle ça l'inondation catécholaminergique. D'ailleurs, si vous leur prenez le pouls à ces gens-là, l'étonnant, c'est que parfois, ils ont l'air d'un calme pathologiquement olympien, l'impression qu'ils sont un peu sidérés. D'ailleurs, les Anglais appellent ça le freezing, congelé sur place. Mais si vous prenez le pouls, ils ont vite 100, 110, 120 de pulsations. Vous voyez, alors qu'ils ne sont pas dyspnéiques. Bon, ça, on sait que c'est un des marqueurs de l'inondation catécholaminergique. D'ailleurs, on a en termes de recherche, pour faire un peu de pub pour Lille, avec Veva et d'autres, là, on a montré il y a quelques années maintenant que la fréquence cardiaque initiale était en elle-même un facteur de risque de développement de troubles ultérieurs, avec un seuil qu'on met à 85-90. Bon, alors, si tant est que ça ne soit pas des sujets non plus trop sportifs, trop favorables. Ou qui éventuellement n'ont pas de pathologie, et évidemment n'ont pas de pathologie cardiaque ou ne sont pas sous psychotropes. Et autre petit aparté, du coup, d'ailleurs, mais là on est vraiment dans des prises en charge très spécifiques hospitalières, on leur met du propranolol, ces gens-là. On leur met de l'avocardil, là, des doses qui sont importantes, qui sont entre 120 et 160 mg jour. Donc, ce qui ne peut pas être une pratique de ville, une pratique courante, parce qu'il faut un minimum de surveillance quand même du statut cardiovasculaire. Donc, je reviens juste en arrière pour dire que voilà, dans les 48 premières heures, moi je trouve que l'abstention thérapeutique c'est pas mal. En plus, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Des benzos. On adore les benzos. En psychiatrie, on adore les benzos. On n'aime pas trop les neuroleptiques, surtout aux urgences, parce que les benzos, ce sont des molécules très intéressantes. Alors, qu'elles soient amnésiantes, c'est vrai que ça, c'est pas passionnant. Qu'elles sont épileptiques, nous, on s'en fiche un peu. Mais par contre, elles sont sédatives, elles sont hypnotiques, elles favorisent le sommeil, et puis elles sont surtout anxiolytiques. Ce sont des anxiolytiques. Bon. Sauf que, ça se complique encore, c'est que des benzos chez des gens qui sont dans cet état d'hyperactivité neurovégétative majeure parce qu'ils sont dissociés, là je ne parle pas du tout à chacun, je parle de ces patients que vous avez trouvés un peu particulièrement marqués par ce qu'ils viennent de vivre, et donc dans les 2 premiers jours, si vous mettez des benzos, surtout si c'est des sujets jeunes, surtout si c'est des patients qui n'ont jamais eu de psychotrope, c'est quand même la plupart des gens, qui n'ont pas de suivi psy, qui n'ont jamais vu de psy parce qu'ils n'ont pas jamais présenté de pathologie ni anxieuse, ni dépressive, ou ni liée au stress, tout ce qu'on veut. Encore une fois, c'est quand même la majorité des gens. Si vous leur mettez des benzos, vous risquez un effet qu'on appelle un effet paradoxal, qui est un effet agoniste-antagoniste, un peu comme l'alcool, vous savez, les binge, même pas les binge drinking, là, les alcoolisations massives chez des sujets jeunes, les gamins de 15-16 ans, là, première sortie, première cuite, ils boivent pas une demi-bouteille de vodka, ils boivent un shot ou une bière, cul sec, et ils se foutent. Alors, ils ont 0,3 d'alcoolémie, ou 0,2, ils ont quasiment rien, vous comprenez ce que je veux dire, mais ils sont dans des états cliniques avec des grands états d'agitation, des crises classiques, des troubles du comportement. Alors, ce qui pose un tas de problèmes médico-légaux, parce qu'il y a même, on voit ça on appelle plus ça les zinzins maintenant, là, dans les week-ends d'intégration, les semaines d'intégration, là, avec du coup des violences sexuelles, enfin voilà. Donc, c'est ce mécanisme, ça s'appelle ce mécanisme, agoniste-antagoniste, des effets paradoxaux. D'ailleurs, les pédiatres le savent très bien, et puis vous aussi, j'imagine, que chez des enfants de moins de 12 ans, a priori, surtout face à de l'agitation, à des troubles du comportement, à des troubles des conduites, j'entends, quand c'est des troubles de l'humeur, c'est autre chose, mais c'est un autre débat. Mais face à des éléments d'agitation, il ne faut pas mettre de benzos parce que vous allez faire pire que mieux. Surtout si c'est des benzos sous-dosés. Donc tout ça nous a fait dire que dans les règles qu'on essaye d'adopter, et il y a un livre blanc d'ailleurs qui est en train de sortir là-dessus, et dans toutes les conférences de consensus et autres guidelines, notamment internationales, c'est plutôt une contre-indication des benzos dans les 2 premiers jours. Donc déjà, on ne peut pas mettre de benzos. Évidemment, on ne va pas mettre d'antidépresseurs. Je pense que ça ne viendrait pas à l'idée à grand monde autour de la table, là, parce que c'est pas adapté, parce qu'il faut attendre le trouble constitué, et puis parce que les antidépresseurs, notamment sérotoninergiques, et noradrénergiques, ce qu'on appelle les mono ou biadrénergiques, sont des psychostimulants. Et vous avez bien compris que chez ces patients, on a besoin de tout sauf des psychostimulés. Bon. Alors, on pourrait aussi leur dire de fumer du cannabis, mais ça ne se fait pas. Donc, il ne faut pas le faire. Néanmoins,
je rigole sans rigoler parce que voilà, quand on connaît la fréquence de la consommation, hein, néanmoins, si vous avez l'occasion de le placer pour des gens qui consomment régulièrement, c'est sûrement pas le moment d'arrêter, hein, parce que là, il risquerait d'y avoir un espèce de double effet là. D'ailleurs, on a un peu le même discours pour l'alcool, hein, chez des gens qui sont dans des conduites de consommation excessive d'alcool, donc pas forcément des grandes alcoolodépendances, hein, mais ce qu'on appelle mésusages ou usage excessif, là, vaut mieux pas arrêter, pas le moment d'arrêter. Hein, on va attendre quelques semaines après l'événement traumatique. Hein, si on met un sevrage en plus là-dessus, avec d'autres effets paradoxaux, ça risque de faire pire que mieux. Bon. Donc pas de benzo, pas d'antidépresseurs, alcool, cannabis, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Il y a la Tarax qui est intéressant. Hein, l'hydroxyzine, c'est un super produit. Donc voilà, hydroxyzine, Tarax dans le texte, hein, 0,25, 0,50, Péros, chez l'enfant, très bien toléré, très sédatif, très anxiolytique, pas d'accoutumance, pas de dépendance, suffisamment inducteur de sommeil, quelques effets collatéraux, peu d'effets cognitifs hein, par rapport aux benzos. Hein. Autant les benzos, ça ralentit un peu tout dans la tête. Alors d'ailleurs, certains disent qu'on a besoin de toute sa tête pour récupérer et que donc les benzos, c'est également pour ça qu'il ne faut pas en mettre, hein, parce que les benzos, il y a un côté anesthésiant. Hein, donc c'est très intéressant pour une crise d'agitation, une bouffée délirante aiguë, hein, ça l'est un peu, ou une attaque de panique, ça l'est un peu moins pour du psychotrauma aigu. Donc voilà, l'hydroxyzine, c'est intéressant, 0,5 mg/kg chez l'enfant. Chez l'adulte, aller de 25-3 fois chez des petits gabarits, hein, comme mes confrères qui sont en face, hein, et puis 50 mg x 3 chez des plus gros gabarits. Hein, voilà, hein, donc là, quand vous êtes autour de 100 kg, faut pas hésiter. Dis-moi. On a une question neuroleptique. J'allais y venir. J'allais y venir. Hein, je déroule un peu tous les psychotropes. Neuroleptiques, alors, chez les civils, en gros, pour nous ici, vous, plutôt pas. Alors, question géniale parce que très à la mode dans la littérature, très utilisé maintenant depuis quelques années par les militaires, notamment en opération, hein, notamment en OPEX. Hein, nos collègues psychiatres militaires aiment beaucoup les neuroleptiques. Alors quel qu'il soit, c'est un effet classe. Alors voilà, on cite souvent les phénotiazines, mais c'est vraiment un effet classe. Donc là, je pense que tout est possible. Bon, moi, j'ai envie de vous dire. Ouais, il y a moyen d'attendre un jour ou deux et de ne rien faire plutôt que de se lancer dans un traitement neuroleptique dont on ne mesure pas non plus tout en termes de conséquences somatiques, hein, voilà, notamment cardiovasculaires, et puis avec quand même des effets sédatifs massifs. Hein, bon, voilà. Donc moi, je suis un petit peu consigne de prudence là-dessus. Et d'ailleurs, dans le livre blanc de conférence de consensus, on a rappelé la prudence. Hein, voilà, nos patients là sont pas non plus des militaires en opération. Donc voilà pour les psychotropes. Alors pas de timorégulateur évidemment. Ouais. La seule question subsidiaire pour les neuroleptiques, c'est que la différence entre vous et nous, c'est la différence du dosage. Et donc, quand vous utilisez des neuroleptiques, vous allez où? Moi, de manière générale, hein, en psychiatrie, je pense que les infectiologues disent la même chose avec les antibiotiques, c'est qu'on sous-dose pas, quoi. Hein. C'est-à-dire que, voilà, les fameuses doses filées, là, pour les neuroleptiques, tant qu'à mettre, je sais pas, tant qu'à mettre 5 fois moins la dose, pourquoi mettre quelque chose, hein. Pour les benzos, là c'est encore pire parce que les benzos sous-dosés, ça entraîne beaucoup plus d'effets paradoxaux. Hein. On a déjà vu des patients qui, comme des andouilles et très spontanément parce que le voisin leur a dit qu'il fallait le faire, hein, a pris un quart de comprimé de Lexomil, je dis souvent Lexomil parce que ça se coupe en 4, ou un quart de Xanax ou machin, je sais pas quoi, et puis le patient qui vous dit le lendemain, oh l'enfoiré, le truc, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai été énervé, je me suis retourné, voilà, c'est ça. Ouais, ça c'est typique des benzos sous-dosés, hein, un peu ce que je disais avec les effets paradoxaux tout à l'heure. Donc voilà, c'est pas d'un intérêt massif initialement. Donc, tout ça pour dire que dans ces 48 premières heures, attendre de voir comment les choses évoluent, ne pas se précipiter sur un traitement. Ah, il y a un autre élément aussi, hein, qui est assez récent. On a bien montré dans tous nos travaux là, que il y a souvent l'argument des troubles du sommeil. Hein, des gens qui nous disent attends, le patient, ça fait 2 nuits, il n'a pas dormi une minute. Alors, déjà, c'est assez rare, il ne dort pas une minute. Hein, simplement, il n'a peut-être pas eu suffisamment d'effet de sommeil paradoxal, il a l'impression de ne pas avoir dormi. Enfin, bon, voilà. Mais et bien moi, ce qu'on répond à ça, c'est que
pour finir, les troubles du sommeil, enfin voilà, ces nuits complètement pourries, la première ou la deuxième nuit, sont aussi des moments de ventilation émotionnelle, hein, et c'est aussi ça sert aussi un peu, vous voyez, comme si l'esprit avait besoin un peu de décharger ses émotions, son ressenti, son vécu, ses affects négatifs, hein, et ça on le sait d'autant plus nous qu'à l'heure où chez certains patients un peu cérébro-lésés, hein, des traumatic brain injury, hein, des lésions crâniennes, là, des lésions intracrâniennes, là, je sais pas comment dire en français. Là. Ah, donc des gens qui, lors d'un accident de la voie publique, ont eu un trauma crânien, pardon, excusez-moi. Hein, sur certains traumas crâniens, notamment graves, les gens sont mis dans des états de sédation profonde, hein, et au réveil, les éléments psychotraumatiques, ils reviennent. Hein, vous voyez, un peu voilà, comme si c'était reculé pour mieux sauter. Hein, donc, moi, les troubles du sommeil, simplement, on les prévient, les gens. Vous savez, les gens, ils entendent, hein, quand vous leur dites, écoutez, monsieur, là, vous sortez de l'enfer, là. Je pense que cette nuit, ça va pas être formidable la nuit, ça va être peu récupérateur, mais c'est peut-être un passage obligé, voilà, à l'aune de ce que vous avez vécu pour finir. Hein, bon. Et d'ailleurs, ça c'est parfois aussi une consigne de prudence qu'on donne aux gens eux-mêmes. Hein, d'ailleurs, parfois même, on écrit aux messages généralistes. Je pense à Nice, là, avec l'URML, l'URPS, ou l'Ordre à l'époque, on avait fait très très vite après les attentats, on avait fait une petite capsule vidéo, voilà, pour tous les généralistes des Alpes-Maritimes, là, hein, et on avait beaucoup insisté là-dessus en disant, prévenez-leur les gens que le sommeil va être un peu pourri, que c'est pas très grave, qu'il faut pas forcément faire quelque chose, que ça sert à rien de picoler, ça sert à rien de s'assommer ou s'arsouiller, je sais pas quoi, hein, puisque ces 2 nuits là, pour finir, elles peuvent permettre de ventiler un peu les choses. Bon. Voilà pour l'immédiat. La phase post-immédiate. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Hein. Un peu prudent aussi, hein, sur le plan pharmaco. Alors c'est une période très complexe. Pourquoi ? Parce que c'est une période pendant laquelle la clinique elle évolue dans un sens ou dans un autre. Enfin, c'est une période un peu d'attente. Voilà, c'est une période là pour le coup, on ne peut qu'être observateur attentif. Hein. Donc nous, ce qu'on fait dans cette période-là, c'est vraiment une veille sanitaire. Hein. C'est des gens qu'on recontacte au téléphone, qu'on revoit en consultation. En gros, on attend quoi ? On attend de voir s'il y a des symptômes psychotraumatiques qui apparaissent, auquel cas, malheureusement, c'est une évolution vers un TSPT. Si, au contraire, les choses ne bougent pas trop, ou si les choses s'améliorent, auquel cas, on va plutôt vers une absence de développement de troubles de stress post-traumatique. Dans ces cas-là, on recontacte à 3 mois plutôt qu'à 1 mois. Enfin, voilà. Hein, donc, sur le plan pharmaco, c'est une période pendant laquelle on commence à avoir un peu les idées plus claires. Alors sur les troubles du sommeil isolés, là, on peut se permettre des benzos, hein, mais vraiment des benzos à visée hypnotique. Hein. Donc moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est je parlais en molécules, hein, commerciales, hein, Xanax 0,5 mg, pas moins, hein, même 0,25 c'est un peu light. C'est du Valium 20 mg, enfin voilà, donc de la benzo, pas sous-dosé, à visée anxiolytique, à visée sédative et hypnotique pour favoriser le sommeil, alors avec évidemment toutes les précautions sur le prendre, voilà, pour favoriser l'endormissement, donc pas au milieu du repas évidemment, enfin, de nouveau pour éviter des effets paradoxaux. Ok. La question des antidépresseurs, la question du neuroleptique, elle se pose de la même manière que tout à l'heure, donc là plutôt pas trop. Et la question des antidépresseurs, alors moi pour le coup il y a des, enfin, c'est pas qu'il y a des écoles, mais il y a des tendances. Moi, je fais partie de la tendance un peu dure, hein, qui est quand même très attentiste. Hein, et moi, je pense qu'avant la 3e, 4e semaine, ça peut être un peu dangereux, hein, de prescrire enfin, dangereux. Ah, pas dangereux, mais je pense qu'il faut attendre 3-4 semaines, d'avoir les idées claires sur l'évolution clinique, voilà, hein, et que de les prescrire trop précocement, en tout cas vraiment pas avant la fin de la 2e semaine. Hein, bon, par contre, une fois que la clinique est là et que le temps est suffisant, hein, fixons-le à 4 semaines s'il faut le fixer absolument. Hein, là, par contre, il ne faut pas hésiter du tout. Hein, et là, les antidépresseurs mono et biaminergiques, ils sont indiqués, ils sont pas obligatoires, mais enfin, vraiment, ça serait con de s'en passer. Parce que tous les travaux ont montré que IRS ou ISRS, donc inhibiteur spécifique ou pas de la recapture de sérotonine versus placebo, hein, on a une efficacité multipliée par 2 à 3. Enfin, c'est un bénéfice direct certain. Donc ça serait vraiment dommage de s'en passer.
Donc la posologie, posologie standard, hein, posologie Vidal, et puis en posologie en temps suffisant. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler qu'effectivement la posologie c'est marqué dessus, et puis c'est celle qu'on sait, et que le temps suffisant, c'est un peu comme pour l'épisode dépressif majeur, jamais moins de 6 mois, et ça faut prévenir le patient, parce que parfois patient, d'autant plus qu'il va mieux au bout de 3 mois et qu'il dit docteur, comment ça me faire chier de prendre votre truc là, hein, puis un petit peu d'effet secondaire sur l'appétit, il peut y avoir de la prise de poids, des petits troubles de la fonction sexuelle dans les deux sens, hein, parfois aussi en termes d'hypersexualité qui n'est pas du tout simple à gérer dans le couple. Hein, bon voilà, mais plutôt pas moins de 6 mois et a priori pas plus d'1 an non plus. Voilà. Alors après, il y a la dimension psychothérapique. Bon, j'ai parlé de ce qu'il fallait faire, là, ce qu'il fallait faire les 2 premiers jours, de reconnaître l'événement traumatique, de patienter un peu, hein, de se voir repérer des symptômes très invalidants, et puis de prévenir à l'entourage que voilà, généralement, c'est évolué favorablement. Alors chez des grands dissociés qui sont complètement à côté de la plaque, des grands sidérés, des grands agités, je pense que là, la question d'un passage aux urgences, elle se pose quand même. Hein. Alors, aux urgences, si tant est qu'il y ait dans le service d'urgence voilà, des psys qui soient là pour vous aider à évaluer les choses et à voir dans quelle mesure il ne peut pas y avoir une hospitalisation de 2-3 jours. Nous, c'est des gens qu'on pose au centre de crise pendant 2 jours, 3 jours, ou dans des circuits courts. Hein, parce que, alors, c'est pas tant qu'ils vont se mettre en danger, hein, ils vont pas se suicider dans les 48 premières heures, là, bon, hein, mais c'est qu'ils ont tellement perdu le contact avec la réalité que voilà, il y a le risque d'accident, enfin, bien sûr, à un moment donné, mais même humainement parlant, on peut pas laisser des gens là complètement sidérés chez eux pendant 2 jours. Donc, je pense que là, la question de l'hospitalisation, elle se pose. Pas forcément de l'hospitalisation psy conventionnelle, hein, mais bon, à voir avec vos ressources locales. Bon, et puis si c'est absolument pas possible, hein, il y a un outil formidable, c'est le téléphone. Hein. Alors je sais que c'est un peu plus compliqué dans vos pratiques avec le poids qui est le vôtre là dans votre quotidien, hein, mais la veille téléphonique, ça marche bien, hein, de pouvoir appeler des gens 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, hein, pour voir un peu comment les choses évoluent. Alors voilà, hein, ou de demander à quelqu'un, à l'époux, un enfant, enfin un proche là, de voir comment le patient en question, comment la clinique évolue. Enfin, voilà. Je dis ça parce que dans les procédures un peu dégradées, il faut être aussi un peu pragmatique. La dimension un peu thérapeutique non médicamenteuse pour 2e, 3e, 4e semaine, là c'est pareil, nous on fait super gaffe. C'est pas le moment d'entamer des TCC, de l'EMDR, de l'hypnose. Hein, on est vraiment dans cette période assez attentiste. Et par contre, à partir de la 4-5e semaine, à la fin du 1er mois, et évidemment pour les mois ou les années d'ailleurs, ou les décennies qui suivent, là pour le coup les choses sont très standardisées, très codifiées. Hein, les thérapies cognitives et comportementales voilà, ont pignon sur rue et sont considérées comme des recommandations de rang A, hein, c'est-à-dire que voilà, il faut qu'on puisse les mettre en œuvre. Hein. Elles ont une efficacité comprise entre 60 et 70%, donc c'est pas 100% non plus. Hein. Une dernière enquête OMS là, je sais plus, bon, qui mettait à 55-60%, donc c'est vrai que c'est pas non plus énorme, mais par contre, pour le coup, ça diminue de manière considérable le risque de voilà, et la chronicité, et l'intensité, et la comorbidité des troubles psychotraumatiques. Alors, qui pratique ces prises en charge? C'est ce que je vous disais. Hein, c'est des gens qui en ont les diplômes, qui en ont les compétences. Et ça, au CRP, nous avons un peu les annuaires. Enfin voilà, on sait à qui vous pouvez adresser ces patients une fois que le trouble est constitué. Alors que le trouble est complet, ça c'est un autre enjeu, hein, c'est savoir si le trouble est complet ou s'il est, comme on appelle, subsyndromique ou polysymptomatique. Bon, ça on n'a pas de réponse. Hein, nous en France, on est un peu dans des logiques où même si la clinique n'est pas complète, hein, je pense que ça vaut le coup quand même de commencer ces prises en charge. Hein, bon, certains attendent que la clinique soit complète. Voilà. Alors pour la clinique, hein, juste parce que tout à l'heure je suis parti sur autre chose, hein, pour rappel, hein, le trouble de stress post-traumatique constitué, donc là je suis vraiment sur, après 3-4 semaines, c'est trois grands éléments syndromiques, un syndrome de répétition, voilà, les intrusions, les flashs,
les cauchemars, les symptômes de répétition, et les docteurs, c'est comme si j'y étais encore. J'entends encore les bruits du vent, machin, des trucs, je sens encore la maison qui tremble, j'ai encore les odeurs de brûlé, machin, j'ai encore la sensation de trucs qui me pénètrent le corps, enfin, etc. Voilà, avec des ressentis très, très, très vacaux, hein, très visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs. Olfactifs chez l'enfant, beaucoup d'ailleurs, un peu moins chez l'adulte. Hein, des bonnes odeurs ou des mauvaises odeurs, ou parfois des bonnes odeurs aussi. Bon. Enfin, des odeurs plutôt agréables. Donc ça, c'est vraiment c'est les symptômes de ce qu'on appelle le critère B, mais en fait, qui est le premier des trois critères. Pour les flashs, j'en ai parlé, c'est pareil. Alors, des flashs parfois très dissociatifs, hein, des gens qui ont des flashbacks comme ça, mais voilà, ils ont l'impression de devenir complètement fous parce que ils voient, c'est un vécu quasiment hallucinatoire. Hein. Ils voient l'agresseur, ils voient le vent, ils voient les morts, ils voient le pendu, ils voient enfin, voilà, un peu voilà de la même manière qu'ils l'ont vu au moment où ils ont été confrontés. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça un certain nombre de répétitions. Les intrusions, les flashbacks, et les cauchemars. Les cauchemars traumatiques, petit point sur les cauchemars. Hein, alors, chez l'enfant, hein, jusqu'à 10, 11 ans, 12 ans, souvent des cauchemars atypiques, des cauchemars qui sont liés au stade de développement de l'enfant. Hein, donc des petits animaux, des gros animaux, d'abandon, enfin, etc. Et puis, à partir de 12-13 ans et à l'âge adulte, hein, ce sont vraiment des cauchemars de l'événement. Hein, donc, ça, c'est un peu un diagnostic différentiel. Hein, les cauchemars traumatiques sont des cauchemars du viol, de l'attentat, du braquage, de l'incendie, de la tempête. Voilà, hein, c'est pas des cauchemars d'autre chose. Hein, bon, hein, et c'est pour ça qu'on les appelle cauchemars traumatiques. Par contre, petit tips quand même, hein, c'est que s'il y a eu des événements traumatiques antérieurs, par contre, les cauchemars peuvent reprendre des éléments d'un trauma antérieur. Je sais pas, quelqu'un là qui a été impliqué dans les tornades là, hein, peut dans son cauchemar ou la maison où elle s'envole, où tout le monde meurt, ou etc., où elle se rejoue la scène traumatique, hein, et peut se mélanger des agressions sexuelles dans l'enfance ou un accident de bagnole dont elle a été victime 10 ans avant. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc voilà pour le critère B, donc le syndrome de répétition traumatique. Après, le critère C, qui est le deuxième syndrome, hein, c'est l'évitement. Hein, évitement, émoussement. Alors, évitement, émoussement, c'est... Voilà, j'évite les lieux, les conversations, les odeurs, les situations voilà, liées à l'événement traumatique. Hein, je ne veux pas repasser là, je ne veux pas retourner là, je ne veux pas reprendre une vie sexuelle parce que j'ai été violé, je ne veux pas refaire du sport parce que j'ai vu mon pote s'écrouler devant moi, je ne veux pas aller n'importe quoi dans la grange parce que j'ai dépendu mon grand-père. Voilà, hein, j'évite, hein, y compris les conversations, hein, les conduites d'évitement, notamment en voiture. Hein, des gens quand c'est des lieux, hein, des gens qui tout simplement expliquent que voilà, ils font 40 km pour rentrer chez eux parce qu'il y a une route ou un endroit, une voie ferrée sur laquelle ils ne peuvent pas, hein, ils ne peuvent pas traverser. Hein. Et puis donc lié à ça, avec parfois des conduites d'évitement un petit peu extensives et notamment d'évitement social, qui pour nous est un super facteur de risque parce que c'est des gens qui s'isolent et on sait que l'isolement c'est un facteur de risque de mortalité suicidaire terrible. Hein. Or quand on a peur de tout. Et pourquoi on a peur de tout? Parce qu'on a des flashbacks. Hein, et du coup, on évite tout. Et on finit tout seul. Et c'est autant moins d'occasions de pouvoir exprimer ses symptômes. Enfin voilà, et on sait que ça aggrave la pathologie, que ça favorise la comorbidité. Voilà. Donc voilà pour les conduites d'évitement. Après, l'autre partie de ce syndrome-là, c'est ce qu'on appelle l'émoussement de la réactivité générale. L'émoussement, c'est des symptômes pseudo-dépressifs. C'est un piège, c'est un vrai piège diagnostique aussi, ça, parce que on pourrait avoir l'impression que c'est de la dépression, puisque le type ou le sujet, là, il vous parle du ralentissement, de la perte de goût, de l'anédonie, de l'absence de plaisir, du fait qu'il n'a pas de jus, du fait qu'il n'arrive plus à éprouver des sentiments heureux, des sentiments amoureux, hein, des mamans qui disent là, hein, mon enfant, je m'en occupe, hein, mais j'ai l'impression d'être distant, d'être froide, de plus suffisamment l'aimer. Enfin voilà. Donc, et c'est vrai que ces symptômes-là, quand vous les prenez comme ça, brut de coffrage, ils pourraient ressembler à des symptômes dépressifs. Ils ressemblent à des symptômes dépressifs, mais c'est pas une dépression. Hein, c'est bien pour ça qu'il faut chercher les autres symptômes et notamment les intrusions, les flashs et tous les symptômes de répétition. Voilà. Hein, c'est cet aspect pseudo-dépressif dont on se méfie un peu.
Et puis, troisième grand groupe, qui est le critère D, on s'en fiche, qui est l'hyperréactivité neurovégétative. L'hyperactivité neurovégétative, c'est tout ce qui est très adrénergique là. Voilà, les sursauts, les tremblements, les sueurs, les difficultés d'endormissement, l'amnésie dissociative, et globalement ce que les gens, ce qu'on appelle nous l'hyper-éveil. Les gens, ils appellent ça l'hyper-alerte, tout le sentiment d'alerte permanent. Voilà, c'est des gens, et alors on le voit vraiment bien après des événements météorologiques comme cela, c'est que dans les semaines qui suivent, alors dans les semaines ça peut être normal, mais dans les mois qui suivent, à chaque petit coup de vent, enfin à chaque petit volet qui claque, à chaque petit bruit de maison, voilà, il y a un sentiment d'hyper-alerte et qui déclenche des flashs. Voilà, c'est comme si ça allait, c'est même pas comme si ça allait se reproduire, c'est comme si c'était en train de se reproduire. Voilà, et ça, cette hyper-alerte, cet hyper-réveil, ce sentiment d'hyper-alerte. En plus, ça les épuise, les gens, parce que vous imaginez un peu, là, c'est complètement épuisant. Ou, je pense à des gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou d'agressions physiques, voilà, qui, à chaque fois qu'ils croisent un individu ou qu'ils sont suivis par quelqu'un, ont l'impression que de nouveau, il y a un truc monstrueux qui va leur tomber sur la gueule. Enfin, voilà. Donc, c'est cet hyper-réveil, cette hyper-alerte, qui explique aussi beaucoup alors, les troubles du sommeil sont massifs dans le psychotrauma, à cause des cauchemars traumatiques, évidemment, rarement à cause de réveils matinaux précoces, mais surtout à cause des difficultés d'endormissement. Et pourquoi ? Parce que justement, l'endormissement, voilà, ça fait partie de ce moment de lâcher prise. Or, ces patients, étant en état d'hyper-réveil et d'hyper-alerte, sont en permanence en train d'essayer de décoder tous les stimuli de leur environnement et de les prendre comme des choses potentiellement dangereuses ou agressives, donc vous imaginez bien que ça favorise pas l'endormissement. Voilà, les trois critères cliniques. Après, des critères de durée, des critères de chronicité, mais enfin, on va faire les choses de manière un peu synthétique. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, je vous assure, cette clinique-là, elle est assez stéréotypée, elle est assez typique, et que, alors, c'est vrai qu'il faut parfois fouiller un peu, mais assez spontanément, quand la qualité du lien thérapeutique est là et la confiance, voilà. Et là, les patients en parlent assez facilement, et le décodage clinique, il est assez facile, quoi. Est-ce que je suis clair? Est-ce que vous voyez, sur les traitements, la clinique immédiate, le moyen long terme, la pharmaco, j'ai pas pris mes diapos comme d'habitude, mais je pense pas avoir oublié de grand-chose. La comorbidité, vraiment, j'en ai parlé. Bon, je pense que peut-être maintenant répondre un peu à vos interrogations, si vous voulez. Alors, on a des questions. Comment faire la différence entre un vrai syndrome dépressif et un émoussement? Alors attends, parce que du coup, j'ai le son en décalé. Comment faire la différence entre un vrai syndrome dépressif et un émoussement? C'est super dur. C'est super dur. Je pense que le salut, on l'a dans la recherche d'autres éléments cliniques, parce que l'émoussement lié à un trouble de stress post-traumatique, il n'est pas isolé. Donc c'est là où il faut vraiment rechercher les intrusions, les flashs, les symptômes de répétition, l'hyperactivité, l'hypervigilance, l'hyper-réveil et tout ça. Voilà. Et en plus, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que moi, enfin souvent, l'émoussement dépressif, il est plutôt lié à un ralentissement d'un peu tout, ralentissement affectif, ralentissement cognitif, ralentissement moteur. Alors que là, il y a un émoussement affectif, je ne peux pas m'occuper de mes enfants, mais à côté de ça, il y a un hyper-réveil et une hyper-alerte. Bon. Donc, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. Alors après, je vais dire un truc. Bon, il faut qu'on sache s'il y a du trauma ou pas, parce que la prise en charge psychothérapique est pas la même du tout, évidemment. En revanche, le traitement médicamenteux est un peu le même, quoi. Donc, ça serait pas non plus une erreur monstrueuse quand on sait pas, je sais pas, pendant les 2-3 premières semaines, d'avoir hésité entre un trouble une dépression, et puis un trouble de stress post-traumatique, et puis d'avoir mis l'antidépresseur, voilà, ce serait pas non plus une connerie, quoi. Tu as été un peu vite sur la classe des antidépresseurs. Oui. Est-ce que tu peux en dire un mot? C'est un effet classe. Donc justement, faisons simple. Seuls 3 ont la MM. Deroxate, je sais plus les noms commerciaux là. Bon, mais de toute façon, c'est un effet classe. Donc
tous se valent, à la fois les monos et les biaminergiques. Donc toute la panoplie d'antidépresseurs sérotoninergiques que vous avez à votre disposition vaut à partir du moment où la posologie est correcte. Fluoxétine et paroxétine, pardon, moi je ne sais plus les noms commerciaux. Là, voilà. Paroxétine, je pense que c'est le déroxate, et la fluoxétine, c'est le Prozac. Fluoxétine, paroxétine, c'est les deux AMM européennes. Mais encore une fois, il y a un effet de classe. Vous pouvez mettre de la mirtazapine, vous pouvez mettre... On les prescrit en générique. Bon. Oui, en plus, c'est générique. Oui, absolument. Quand on a un refus au centre régional CRP. pour des patients ayant des PTSD de type 2 complexe et ancré, à qui peut-on les adresser, demande Marie. Salut Marie. Vous priez. Non, je connais Marie. Déjà, on n'est pas censé refuser. Mais néanmoins, j'essaie de trouver une réponse un peu ronde. Néanmoins, on sait que certains profils cliniques très invalidants, et justement dans ces traumas type 2, là, c'est vraiment une question de spécialiste, bien, sont telles que les prises en charge un peu académiques que nous on fournit pour du PTSD type 1, c'est-à-dire tout venant, ne marchent pas. Voilà. Donc moi je comprends aussi que du côté du CRP, on n'accueille pas, je veux dire, je sais pas un truc là, moi j'en ai en consulte, militaire, là, qui a été 3-4 fois en OPEX, qui a vécu qui est sorti de l'enfer mais à la Rambo là, et qui depuis est quasiment polypathologique, trouble du comportement itératif, trouble des conduites, consommation de substances psychoactives, évolution un peu psychopathique, sociopathique. C'est des prises en charge qui sont voilà, c'est même pas qui sont compliquées, mais qui sont parfois d'une remarquable inefficacité, quoi, voilà, c'est notamment le drame chez les militaires, c'est le drame des services de santé des armées, et c'est pour ça qu'ils développent autant de prévention primaire et secondaire, c'est pour éviter ces évolutions vers des traumas de type 2 complexes. Bon. Il y a des équipes un peu spécialisées quand même, qui s'occupent de traumas type 2. Mais après, c'est vraiment une discussion de spécialistes. Je pense que dans ces cas-là, il faut essayer d'avoir un des collègues au téléphone, que ce soit Frédéric Varembourg ou des jeunes là, PH, de docteur à docteur, et puis voilà, et revoir les choses au niveau de la clinique, et puis voir quand même si il peut pas y avoir une psycho qui fait une MDR, une psycho qui fait un peu de TCC, vous qui gérez la pharmaco, enfin voilà, pour qu'il y ait des traitements un peu limite multidisciplinaires, quoi. Je suis désolé, je n'ai pas de réponse plus. C'est comme en médecine somatique, il y a des pathologies. Je ne dis pas qu'il faut faire le deuil de les prendre en charge, mais il y a des pathologies qui sont particulièrement difficiles à traiter. Nous, dans le trauma, on a vraiment ça avec les trauma type 2, et c'est pareil chez l'enfant aussi d'ailleurs. Et c'est d'autant plus terrible chez l'enfant qu'on sait que les évolutions, elles sont catastrophiques, quoi. Après, en termes de troubles du comportement, d'évolution vers des gros troubles de perso. Enfin, tu en as parlé tout à l'heure, ça fait partie des procédures dégradées. Ouais. Voilà, c'est dont acte, même si on peut le regretter, si on travaille dans la santé depuis 35 ans. Ouais. Très bien. Je n'ai plus de questions sur le chat auquel nous n'aurions pas répondu. La sertraline, mais je pense qu'on l'a. Oui, sertraline, très bien. Fluoxétine, paroxétine, sertraline, très bien. Par contre, de tête, je ne sais plus si elle a la même européenne ou pas. Oui, si, c'est sûr. C'est la troisième, non. Oui, il y a la même. Je n'ai pas dit sertraline. Alors, un truc en immédiat, là, je disais, les propranolol, faut faire gaffe. Alors, après, c'est vous qui voyez, mais un sujet jeune, pas trop, quarantaine, pas sportif de haut niveau, surtout, pas un marathonien, normal. Que vous voyez là, on n'a pas envie de la mettre aux urgences, enfin voilà, parce que pour un tas de raisons, qui est vraiment, comme on dit dans le jargon, la pété de stress, là, dissocié, tachycarde à 130, déréalisé, dépersonnalisé. Si tant est que vous soyez sûr qu'on est bien dans un truc anxieux, propranolol, ne serait-ce que 40 mg, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, c'est vrai que ça demande, faut que le milieu soit un peu porteur, faut prévenir un proche, mais c'est pas une, voilà, on va pas le tuer avec 40 mg.
Et puis, l'autre truc, par contre, mais c'est pareil, ça nous concerne un peu moins, c'est les opiacés. Les opiacés qui sont très, très intéressants, mais voilà, c'est essentiellement la morphine, donc c'est vrai que là, c'est un peu réservé aux équipes médicales préhospitalières. Mais ce sont des super neuroprotecteurs. Et d'ailleurs, les militaires, c'est une des raisons pour lesquelles, dans leur stylo-injecteur, là, ils ont assez systématiquement de la morphine. C'est certes pour l'antalgie, évidemment, mais c'est également parce que c'est très neuroprotecteur. Et ça, c'est, voilà, dans toutes les conférences de consensus, là, on favorise l'utilisation la plus large possible des antalgiques morphiniques, notamment chez l'enfant. Il y a Sophie qui nous demande, dans les facteurs de risque post-traumatique, à part l'évitement social, y en a-t-il d'autres? Alors, il y a un facteur protecteur, c'est marrant, c'est le même qu'en suicidologie, alors c'est toujours des terrains, voilà, toujours un peu délicats, c'est tout ce qui est lié aux pratiques sociales, et notamment la pratique religieuse. Voilà, alors, quelle que soit la religion, il ne m'appartient même pas de commenter tout ça, mais... voilà. Est-ce que c'est un moyen de lutter contre l'isolement, contre la solitude? C'est possible. Mais on sait que c'est plutôt un facteur protecteur. Des gens qui continuent à être investis socialement, avec une vie de voisinage, avec une vie qui font du sport, qui fréquentent un club de sport, qui prennent je sais pas quoi, n'importe quoi, l'associatif, enfin bon, sont plutôt des gens qui, parce qu'ils ont plus facilement l'occasion de dire que ça va pas, de parler de leur cauchemar, de parler de leurs intrusions, d'avoir des gens en face qui comprennent, qui sont un peu empathiques, qui sont un peu bienveillants. Voilà, je pense que ça favorise un peu la ventilation émotionnelle, c'est très bien. En gros, à l'inverse, il n'y a pas pire de ces gens à qui tout le monde dit fais pas chier avec ton truc, c'est bon, t'es pas mort. Non, mais je suis vulgaire, mais c'est parfois un peu ça. L'accident, c'est bon, monsieur, il est mort, de toute façon, à son âge, etc. Bon, s'il est pour rien, t'as été blanchi sous le harnais sur le plan pénal, sur le plan assurantiel, machin, etc. Voilà. Donc, arrête de nous emmerder avec tes cauchemars, avec tes conduites d'évitement, continue. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont terribles. Donc, vous voyez, un peu en miroir. Et puis la reconnaissance. D'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est une forme de reconnaissance sociale aussi. La reconnaissance par les pairs, PIRS, puis la reconnaissance par la loi, par les procès, enfin voilà, ce qui se joue en ce moment avec les procès des attentats, ou ce qui se joue au quotidien dans toutes les cours d'assises, d'appel, enfin dans tous les tribunaux de France et de Navarre. Alors, le procès n'est pas réparateur, ça c'est un peu un mythe, mais le procès participe quand même de la reconnaissance sociale et donc améliore favorise plutôt une évolution positive de la symptomatologie psychotraumatique. Dans les facteurs post, c'est à peu près tout. Oui, plus après des éléments très, très généraux sur l'insertion sociale, culturelle, enfin voilà. Le niveau culturel, la capacité à exprimer, à nommer des émotions, à nommer des sentiments, à élaborer psychiquement, c'est quand même plutôt protecteur. C'est vrai qu'on a, nous, parfois, la consultation des gens dont voilà, le niveau social ou malheureusement le milieu dans lequel il évolue et voilà permet tout ça assez peu, ne serait-ce que l'élaboration verbale, c'est plus compliqué, y compris dans la prise en charge, parce que faire comprendre ces notions de blessure psychique, de cicatrisation, de réparation, ça demande déjà intellectuellement un peu de matériel. Donc chez les populations très précaires, c'est pas simple. On a nous cet énorme problème-là avec les populations de réfugiés ou à Calais, là, avec c'est malheureux là, dont on essaie de s'occuper comme on peut, qui ont des parcours migratoires. Enfin, le trauma, il est consubstantiel de ce qu'ils sont. C'est absolument incroyable. Des viols, enfin, etc. Mais voilà, on a beau avoir, pour certains, des batteries de traducteurs. On a eu ça avec les réfugiés ukrainiens aussi, dont on a essayé de prendre en considération, de prendre en charge le trauma psychique. La bête traduction par un logiciel ou par un mec au téléphone, machin, c'est pas suffisant parce que voilà, ça demande vraiment de manier le langage et donc de pouvoir conceptualiser tout ça. Et ça, la barrière de la langue, elle freine les choses. Ok. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour du début des questions. Parce qu'évidemment, il y a des gros traumas qui sont plutôt ta spécialité. Et puis nous, il y a les micro... Je ne vais pas dire micro. Il y a les traumas que nous voyons à longueur de journée dans nos consultations. En effet, parfois avec des histoires
sexuelle Ouais. très précoce, etc. Et la nécessité pour certains, on a tous des consultations en mémoire, la nécessité de réparation avec les France vives. L'harcèlement au travail en ce moment, c'est le pain quotidien du médecin généraliste. Et je pense que oui, je pense qu'on est comme dans un autre registre, tout aussi préoccupant, tout aussi inquiétant. Mais là, pour le coup, je pense qu'on est un peu loin là-dessus, le trauma. Oui. Voilà, mais je pense On est sur dans les d'autres. Perso et pas les traumatismes de groupe que tu as évoqués. Merci beaucoup. Voilà, je pense que vous avez les références, les slides. Moi, je suis figé. Qu'il avait préparé et qu'il n'a pas mis seront sur. T'es pas figé, hein? Ah d'accord, c'est moi qui suis figé. On te voit bouger. Je vais faire des grimaces. Je vous remercie de votre attention et je remercie François en votre nom d'avoir bien voulu accepter cette formation. C'était un immense plaisir. Et n'hésitez pas, et 31-14. Voilà. 31-14. Allez-y sur le 31-14. On va le noter, il y a Aude qui se charge de la communication. Si vous voulez, vous pouvez même venir visiter, vous pouvez les appeler. Voilà. Et alors, il faut quand même dire, parce qu'on a la discussion avant, c'est le 31-14, c'est juste en dessous du SAMU. C'est aussi en lien avec le SAS qui est en train de... C'est très SAS psy, SAS compatible, SAS intégré, bien sûr. Et près du SAS, je veux dire. Hein, ça veut dire qu'il y aura peut-être une ressource. Ouais. Merci à tous.